c'est l'heure de votre grand angle. Son visage a fait le tour du monde. Il est acclamé par les Syriens pour avoir fait fuir Bachar el-Assad après plus de 24 ans de règne autoritaire, de dictature. Le nouvel homme fort de Damas, Abou Mohamed al-Joulani, se présente en chef politique modéré et soucieux de restaurer la démocratie. Mais le chef rebelle djihadiste, ancien d'Al-Nosra, a-t-il vraiment changé? Quel est son projet? On va en parler avec nos invités. Hasni Abidi, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Genève, en Suisse. Vous êtes chercheur, directeur du CERMAM, le Centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen. Clotilde Bigot, notre correspondante au Proche-Orient, vous êtes en direct de Damas, en Syrie. Et puis notre éditorialiste Slimane Zeguidour en plateau. Clotilde, on commence avec vous. Quelle est l'ambiance ce soir à Damas, 3 jours après le départ de Bachar el-Assad? Alors l'ambiance est toujours bonne. En fait, les Syriens sont encore extrêmement heureux. En fait, tout ce qui est ce soulagement, cette joie de voir Bachar el-Assad enfin quitter la Syrie et quitter le pouvoir, la fin de cette tyrannie est encore présente. Les Syriens chantent. Ils parlent aussi, en fait, enfin librement, et ils se sentent soulagés. C'est vraiment un immense soulagement. Les gens sont maintenant heureux. Ils sont heureux de voir des journalistes. Et ils ont tout simplement vraiment envie de raconter ce qui s'est passé pendant ces plus de 50 ans, ce demi-siècle, sous la tyrannie de Bachar et de son père, Hafez el-Assad. Et voilà, en fait, ici à Damas, les magasins rouvrent, le couvre-feu a été levé. Et donc, il y a de plus en plus de monde dans les rues, les magasins sont remplis, les restaurants aussi, et les Syriens semblent tout simplement respirer ce soir. Voilà pour l'atmosphère et l'ambiance à Damas. Restez avec nous. Clotilde, on vous retrouve dans quelques instants. On aura une autre question à vous poser. Hasni Abidi est en direct de Genève. Comment analysez-vous les premiers pas d'Abou Mohamed al-Joulani ? Il est en quête d'acceptabilité surtout, parce que la légitimité, elle passera certainement par les urnes, et il sait que son organisation est classée comme une organisation terroriste, et lui-même, et donc face à des caisses qui sont laissées par le régime de l'Assad vide, face à des contraintes locales et internationales, il n'a pas d'autre choix que de rassurer. Rassurer à la fois les Syriens, qui restent vigilants, ils ont raison, et rassurer aussi les pays voisins, mais aussi l'international. D'où le choix de M. Mohamed el-Bashir. C'est en quelque sorte la même approche appliquée à Adlib. Al-Joulani, il veut toujours confier et déléguer la gestion des affaires administratives, locales, techniques. C'est un gouvernement d'ailleurs de gestion d'affaires courantes à cet homme qui est jeune, né en 83, qui connaît très bien Idlib et connaît le Nord, mais il n'a pas une grande connaissance. C'est pourquoi on n'est pas face à un gouvernement de transition, on est face à un gouvernement qui va gérer plutôt les affaires courantes, d'autant plus qu'il est là que pour 3 mois. Mais on a vu de par l'histoire, Hasni Abidi, par exemple en Amérique latine, des guérilleros, des chefs de guerre se reconvertir à la démocratie. Est-ce qu'il est possible que ce rebelle islamiste, qui était jusque-là un chef de guerre, notamment Al-Nosra, est-ce qu'il est possible qu'il épouse la démocratie? Est-ce qu'il a vraiment changé pour ce faire? Les miracles sont toujours possibles, d'autant plus on est au Moyen-Orient. Et sans aller en Amérique latine, vous avez raison de parler de l'exemple d'Amérique latine, mais on a un pays voisin, c'est-à-dire par exemple pas très loin, qui a connu aussi une situation pas semblable, mais avec des points communs, c'est la Libye. Un des grands leaders politiques et un entrepreneur, c'est Abdelkarim Belhaj, qui était dans le premier carré d'Oussama Ben Laden. Et il a fait une reconversion politique. Et oui, il existe, mais il existe une vie après le djihadisme. Et c'est pourquoi il faut le juger sur ses actes. Et d'ailleurs, les Américains sont conscients. Ils sont prêts d'ailleurs à le reconnaître ou à reconnaître ce gouvernement avec, bien sûr, certaines précautions. Mais cette reconversion, elle a des conditions. Les conditions, c'est d'abord une transition, la participation de tous les acteurs et aussi des élections. Il ne faut pas qu'il y ait un calendrier de transition et sans plafond. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que les islamistes, finalement, ils risquent d'arriver au pouvoir et de rester au pouvoir sans un calendrier bien fixé, sans une feuille de route. Et d'où la nécessité, encore une fois, c'est bien sûr d'avoir un retour à la 2254 des Nations Unies, bien sûr, révisé, parce que la 2254, elle dessine l'avenir de la Syrie tout en prenant justement des précautions, pas de place pour les organisations terroristes, les organisations qui ont les mains entachées du sang. Et restez avec nous, on va continuer à parler de cet homme, donc le chef de Hayat Tahrir al-Sham, le HTS. On parle beaucoup donc d'Abou Mohamed al-Joulani, mais on va retourner à Damas avec vous, Clotilde Bigot. On évoque beaucoup cet
hommes, évidemment, depuis la chute de Bachar al-Assad, mais qu'en est-il des hommes, de ceux que vous voyez aujourd'hui à Damas et qui circulent dans les rues, ces hommes du HTS? Qui sont-ils et comment sont-ils perçus par la population de la capitale? Alors tout d'abord, les hommes de HTS et de l'armée syrienne libre sont extrêmement visibles ici. Ils sont tous en treillis, ils portent tous des kalachnikovs et ils se montrent à la population pour assurer leur sécurité, selon eux. Et ces hommes viennent pour la plupart de la campagne syrienne, au nord en fait de la Syrie, dans les régions de Idlib et Hama. Et par exemple, notamment ici à Damas, ils découvrent un petit peu la ville. Ce matin, j'étais donc dans la fameuse mosquée des Omeyyades. Et il y avait ces hommes qui venaient ici pour la première fois et qui se rendaient compte un petit peu de la richesse de leur pays. Mais il y a aussi évidemment des combattants étrangers. Ce matin, j'ai pu voir 2 combattants tchétchènes qui étaient là. Ils étaient extrêmement bien perçus. Ils buvaient tout simplement un café que par la suite, le magasin, le café leur a offert parce qu'il les remerciait tout simplement d'être venus jusqu'ici. Et donc la population, pour l'instant, les voit d'un bon œil. Mais ils attendent de voir. Tout le monde est très prudent parce que pour l'instant, il y a ces hommes en armes dans les rues, mais selon ces combattants-là, ils devraient partir d'ici quelques jours et ils devraient en fait donner la sécurité, tout du moins de la ville, à la police, notamment la police d'Idlib. Merci beaucoup Clotilde Bigot en direct de Damas. Slimane, je me tourne vers vous. On vient de le voir, Clotilde le disait, des combattants tchétchènes bien accueillis, des hommes qui viennent d'autres régions de Syrie. La crainte aussi qu'on évoque beaucoup, et ce sera tout le défi de cet homme, notamment Abou Mohamed Al-Jani, c'est que l'Irak ne prenne pas le chemin, la Syrie, pardon, ne prenne pas le chemin de l'Irak post-Saddam Hussein. Est-ce que c'est là le risque de voir une sorte de délitement, de démantèlement du pays? C'est un vrai risque parce que le précédent, il est contigu à la Syrie. Il était gouverné par le même parti Baas pan-arabe que la Syrie. Ce qui s'est passé, c'est que quand les Américains sont entrés à Bagdad, ils ont entrepris 2 opérations majeures qui vont démantibuler l'Irak. C'est-à-dire ils vont chasser de la fonction publique tous les anciens sympathisants du parti Baas, ceux qui étaient encartés. La plupart étaient des universitaires, des médecins qui étaient encartés parce qu'ils étaient contraints. On était dans une dictature féroce quand même. Donc démantèlement de la fonction publique. Il n'y a pas eu de transition avec l'État? Pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas entrepris une opération de recyclage du personnel étatique et des hauts fonctionnaires pour assurer la continuité de l'État. Donc on a démantibulé la fonction publique, la haute fonction publique en chassant tous les anciens membres du BAS et surtout on a disloqué l'armée nationale qui était la seule structure multiethnique et multiconfessionnelle. Du coup, le pouvoir central n'avait plus en main la haute fonction publique et l'armée pour instaurer le même ordre d'un bout à l'autre du territoire. Ce qui se passe en Syrie, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de pourchasse. On ne pourchasse pas les anciens membres du BAS et l'ancien Premier ministre est plutôt intégré dans la nouvelle direction temporaire, ce qui est un signe extrêmement positif. Par contre, l'armée, dans les casernes, les entrepôts de la marine, les dépôts de munitions, les fabriques d'émissions ont été presque totalement pulvérisés par des centaines de raids de l'armée israélienne. Or, la Syrie, qui est le pays des minorités, autrement dit, la Syrie est le seul pays du Moyen-Orient où si on additionne les minorités, on arrive à presque 30% de la population. Il n'y a pas au Moyen-Orient un pays où la totalité des minorités atteint ce seuil critique. Citons-en quelques-unes, puisque pour celles et ceux qui nous regardent, chrétiennes donc notamment, alaouites. Chrétiens, alaouites, druzes, ismaéliens, arméniens, kurdes. Bon, les sunnites, les druzes, les chrétiens et les alaouites sont des arabes ethniquement. Mais il y a des minorités non arabes comme les Kurdes et les Arméniens. Mais ils sont tous arabophones et la seule institution dans laquelle ils étaient brassés, c'est le service militaire et l'armée. Donc si l'armée syrienne est démantelée, le nouveau pouvoir qu'aura à faire face à des milices confessionnelles ou ethniques, il n'aura pas un outil national, étatique, pour imposer... Une colonne vertébrale. Ouais. Oui. Hasni Abidi, sur cette question peut-être, alors 2 plans, le plan de l'armée nationale, qui est un facteur d'unité entre guillemets, et puis sur cette question de la transition, c'est vrai que cet écueil pour l'instant semble éviter en Irak. Slimane Zeguidour évoquait la transition avec notamment le Premier ministre, le dernier de Bachar al-Assad.
Oui, mais le Baas n'était que l'image de lui-même, le fantôme de lui-même. On a gouverné au nom du Baas. Mais le Baas, la renaissance de Michel Aflaq, etc., c'est fini tout ça. Et même l'armée syrienne, vous savez, l'armée, c'est devenu une milice. C'est bien sûr, c'est Bachar al-Assad qui a fait venir des milices pour justement consolider son pouvoir. Il a donné des postes importants, les officiers supérieurs d'ailleurs, qui n'ont pas qui ont quitté leur poste, ce sont des Alaouites. Les soldats ont déserté, ont déserté d'abord pendant la guerre civile, et les autres n'ont pas voulu aussi rejoindre ou suivre les ordres de leur chef. La Syrie a perdu le sens d'une armée traditionnelle, une armée classique, parce que les Iraniens d'abord ont réussi à confessionnaliser tous les institutions sécuritaires, l'armée, mais aussi les services du renseignement. La présence russe aussi a vidé finalement l'armée de son sens comme un socle finalement d'unité nationale. Et c'est pourquoi il y a un travail à faire urgent pour reconstruire cette armée nationale qui doit être basée pas sur des concepts confessionnels. Et on le voit bien, c'est-à-dire les soldats étaient de la classe populaire, mais les officiers, on les a bien vus, tous d'ailleurs, recherchés aujourd'hui, à la fois par des juridictions internationales et par les nouveaux maîtres de Damas. La religion va-t-elle remplacer le parti basse hégémonique que vous venez d'évoquer? La Syrie va-t-elle devenir une théocratie, Hasni Abidi? C'est l'hypothèse la plus probable, c'est-à-dire que quand vous avez l'État qui est encore absent et vous avez des institutions qui sont faibles, voire inexistantes, il y a toujours la valeur sûre, c'est la valeur de refuge, c'est la religion, oui. Et d'ailleurs, c'est Bachar al-Assad qui a produit cette valeur parce que les mouvements islamistes et la radicalisation ont prospéré sous Bachar. C'est un État de barbarie, mais qui est arrivé à un sommet de barbarie, de dictature, de déplacement. Alors les gens se sont réfugiés vers la religion ou vers des appartenances plutôt tribales, régionales, voire même de quartier. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que les nouveaux maîtres auront des difficultés majeures pour reconstruire le pays et même pour arriver à une certaine réconciliation nationale. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, ce mouvement d'Abou Mohamed al-Joulani, le HTS, est classé terroriste par de nombreux pays dans le monde. Sa tête était mise à prix en 2017 par les États-Unis, 10 millions de dollars à l'époque. La Grande-Bretagne annonce aujourd'hui que son gouvernement va bientôt débattre du maintien dans ce classement terroriste de HTS. J'aimerais qu'on parle aussi de cet homme par rapport à ses voisins. Slimane évoquait tout à l'heure les bombardements de l'armée israélienne. Son nom de guerre, Al-Joulani, viendrait du Golan, c'est ce qu'il dit en tout cas, ce haut plateau dont il dit avoir été chassé avec sa famille par Israël en 1967. Pour l'instant, quelle est sa position par rapport à Israël, à cet homme? Il reste plutôt silencieux. Oui, il reste silencieux. Il faut dire que d'une manière indirecte, Israël a rendu service finalement à cette offensive. Rien qu'à Alep, les Iraniens ont déserté plus de 40 positions. Et l'opération n'est pas surprenante, c'est son ampleur. On savait depuis quelques mois, et d'ailleurs Al-Joulani lui disait, que l'objectif ultime reste le renversement de Bachar al-Assad et que ces organisations sont en train de se préparer. Donc il n'a pas de position visible ou connue sur Israël, mais on le sait à l'intérieur de son organisation. Oui, des positions sont radicales et pour eux, le Golan est occupé, mais ce n'est pas la priorité. Attention, Joulani a une vision pragmatique. Hein, pour lui, l'exemple de Taliban est intéressant. Son organisation est classée terroriste, ce n'est pas éternel et qu'il arrivera finalement, d'abord avec son alliance avec d'autres mouvements, il arrivera probablement à faire changer l'opinion des pays européens et les Américains pour finalement leur imposer un fait accompli. Et une dernière information, le Qatar annonce qu'il va rouvrir son ambassade à Damas désormais. Merci beaucoup Hasni Abidi d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. Merci beaucoup pour votre éclairage. Slimane Zeguidour, éditorialiste. Merci à vous également. Et puis on remercie également Clotilde Bigot qui était avec nous en direct de Damas en Syrie et qui couvre pour TV5 Monde la chute de Bachar al-Assad survenue il y a 3 jours. L'actualité culturelle de ce journal à présent.